Le sport. Le sport est connu et reconnu par tous et pour tous dans le monde entier. On a tous un souvenir de ce sport, bon ou mauvais, qui nous reste dans la tête, qu'on a partagé ou qu'on a vécu seul. Le sport est capable de nous faire passer par toutes les émotions possibles et inimaginables. D'abord l'excitation, la colère, la joie, le bonheur, l'amour. Mais est-ce que le sport tel que nous le connaissons aujourd'hui, par la télé, les médias, les images qui nous viennent en tête quand on y pense, a toujours eu cet aspect de spectacle relayé par les médias? Le sport a connu ses débuts. Le discours historique lié au sport a longtemps été ambigu. Dès Coubertin, l'idée que le sport existe depuis l'Antiquité est mise en avant pour illustrer une permanence des sports. Mais ce n'est qu'une apparence de continuité, car les choses sont bien plus complexes. Le sport n'a pas toujours été un milieu pratiqué par des professionnels qui vivent pour leur sport et du sport. En effet, les Jeux Olympiques au temps de leur création étaient organisés pour des sportifs amateurs qui n'avaient pas le droit de toucher de l'argent ou une quelconque rémunération pour leur participation. Ces participants travaillaient pour vivre et pratiquaient leurs activités physiques à côté. Ils venaient représenter leur cité en tant que sportifs amateurs pour que tous soient au même pied d'égalité. Cependant, au cours des années, le sport s'est professionnalisé et a vu apparaître des professionnels payés pour pratiquer ce sport. Cette apparition du professionnel dans le sport a forcément bouleversé la pratique et directement ses résultats. Les participants ont pu se concentrer uniquement sur leurs entraînements. Les résultats ont donc évolué en flèche. C'est l'apparition du sport professionnel et du mécénat. Les sports sont passés par diverses grandes périodes historiques et sont traversés par les grandes transformations de la société. Cela permet de comprendre que le sport est une pratique sociale et que les valeurs qu'il porte sont avant tout celles de la société dans laquelle il est pratiqué. Cette professionnalisation et évolution des résultats a donc augmenté le spectacle pour le public toujours plus friand de performances spectaculaires qui ont fait la notoriété des sportifs qui devenaient de véritables héros modernes. C'est l'apparition du culte du champion. L'ensemble du globe est progressivement touché, notamment lorsque les élites des colonies accèdent au sport. Mais cette mondialisation coïncide avec une mutation beaucoup plus profonde produite par la Première Guerre mondiale. Avant 1914, les JO sont une grande foire. Après, on prend conscience que les sports sont révélateurs de la puissance d'un État. Pour les Français, cette prise de conscience remonte aux Jeux interalliés de 1919, organisés à Paris par les Américains, qui y montrent leur supériorité sportive, comme si elle était attachée à leur supériorité militaire et économique. Au sortir de la guerre, la construction d'un stade à Paris, qui manque alors totalement d'équipement, marque les esprits et conduit aussi l'État à comprendre les enjeux du sport. La presse sportive se développe et consacre la figure du champion, qui devient une sorte de héros national. Une radicalisation de l'instrumentalisation du sport qui atteint son paroxysme à l'occasion des JO de Berlin en 1936. Le sport devient alors un élément à part entière des relations internationales. Cette utilisation des sportifs comme mise en lumière d'un peuple ou d'une nation a commencé à intéresser les médias et les marques qui ont vite compris l'influence que pouvait avoir un sportif et son rayonnement sur le peuple. L'apparition du sponsoring et de la médiatisation intensive du sport a donc vu le jour. Cette médiatisation et sponsoring a permis au sport une évolution spectaculaire. N'importe qui dans le monde pouvait se tenir au courant des exploits de son sportif préféré, le voir portant des vêtements de son sponsor dans les journaux ou à la télé. Ce sponsoring et cette médiatisation a emmené énormément d'argent dans le sport. Et cet argent a permis au sport d'évoluer, de faire évoluer ses performances suite à la recherche de nouvelles méthodes pour améliorer la performance. Augmentation du nombre de pratiquants, création de postes d'entraîneurs, études spécialisées dans le sport, des techniques d'entraînement toujours plus performantes, du matériel de qualité à la pointe de la technologie, toute une économie s'est construite autour du sport. Cette économie construite autour du sport et du sportif de haut niveau, qui met en avant ce sport aux yeux du grand public par ses performances et son image, demande une exigence toujours plus importante pour les sportifs. Je me suis alors demandé comment était vécue cette relation de l'athlète qui aujourd'hui vit de son sport grâce à ses sponsors et son image. Les sollicitations médiatiques, de sponsors, d'agents sportifs, je me suis plongé dans ce milieu très controversé du sportif de haut niveau. Quelle est l'influence des médias et des investisseurs sur les athlètes de haut niveau ? Pour répondre à cette question, j'ai pris contact avec des professionnels du sport, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Je m'appelle Théo Gabereau, j'ai 27 ans et depuis 2018 je suis entraîneur du pôle espoir de Talence au saut à la perche. J'ai entraîné Valentin Lavilloni en 2017. Cette année-là, il a fait 14e des championnats du monde et 5,70 m, championnat du monde de Londres.
Ensuite, j'ai eu Kevin Menaldo. L'hiver après les Jeux Olympiques, il a fait 5,78 m et champion de France élite, il s'est qualifié pour les championnats d'Europe. Après, j'entraîne toujours Alice Moindreau qui en 2018 a battu le record de France junior, donc U20, et a fait 3e au championnat du monde à Tampere. Dehors des records du monde senior et les autres catégories, parce qu'il y a 19 records du monde en tout. For a new world record. And he has it, bring your own. Et donc j'ai été médaillé olympique, médaillé au championnat du monde, 3 titres de champion d'Europe, médaillé aux universiades, enfin sur tous les podiums continentaux pour simplifier. Je suis athlète professionnelle athlète de haut niveau depuis 2013 et professionnelle depuis 2017. Du coup en équipe de France d'athlétisme. And they're away, and it is Ntiamoa who's had the best start. Ntiamoa already into the lead and coming off the bend. There's daylight between her, but Helmer also running well. Helmer running well in second place at the moment. But it is a Frenchman, and on the inside, Garcia having a great race here. She's been unseen to the Frenchman, I'm sure, but Ntiamoa now coming through. Garcia starting to fade. J'ai plusieurs médailles en championnat d'Europe. J'ai une médaille sur 200 mètres au championnat d'Europe junior, plusieurs médailles d'argent et de bronze en championnat d'Europe junior espoir, des médailles en championnat d'Europe par équipe senior. J'ai participé 3 fois au championnat du monde, une fois aux Jeux Olympiques de Rio. J'ai un titre de championne du monde en 4x200. Plusieurs titres de championne de France sur 200 mètres. Donc je suis dans le handball, puisque je suis le président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de handball depuis maintenant 40 ans, plus de 40 ans, je suis dirigeant dans le handball. Loris Gagnant, j'ai 22 ans, je fais donc de l'athlétisme depuis, j'ai commencé en CP. J'ai fait champion de France en 2017 en salle sur 200 mètres. Donc chez les jeunes, j'ai fait 3e en 2018, j'ai fait 3e encore en 2020 je crois. J'ai fait sélection mais c'était des matchs internationaux. J'ai pratiqué pendant 35 ans le handball, dont 22 ans au niveau pro. En équipe de France, on va résumer, je suis triple champion d'Europe, quadruple champion du monde, double champion olympique. J'ai joué 390 matchs avec l'équipe de France en 18 saisons, enfin 18 années, dont 7 années en tant que capitaine. Et j'ai actuellement le record de buts marqués avec 1463 buts. Donc ça c'est pour la partie équipe de France. Autour d'un questionnaire préparé au préalable, j'ai pu en apprendre un peu plus sur les relations qu'entretiennent ces sportifs et toutes ces sollicitations qu'ils vivent ou ont vécues au quotidien. Tout d'abord, je les ai questionnés au niveau de leurs sollicitations médiatiques afin d'avoir un retour d'expérience sur ces plateaux télé, journaux, qui peuvent parfois chercher à les piéger. Par rapport aux événements sportifs et je dirais aux réussites que j'ai pu avoir, donc journaux télévisés, plateaux spécialisés sport, puis dans toutes les manifestations où on remercie et on congratule les sportifs pour leur saison. En France, on a de tout et de rien. On n'avait pas à une certaine époque de journalistes très spécialisés en athlétisme. Et donc on apprend à les connaître. On apprend à connaître leur type de questions, on apprend à s'y préparer. Et bon, c'est sûr qu'il y a des moments où, surtout en situation d'échec, quand ça marche, tout va bien. Et en situation d'échec, on voit maintenant les journalistes arriver à te faire dire que tu es mauvais, quoi. Donc ça, il faut arriver à être suffisamment préparé pour contourner tout ça. Je suis passé dans un reportage de l'équipe 21, du coup sur Kevin Menaldo, quand il le suivait après les Jeux. Je suis passé dans les pastilles à France 2 en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça attire les gamins. Et puis, il y a un moment, pour fonctionner, il faut de l'argent. Et donc, pour avoir de l'argent, il faut des partenaires et il faut de la visibilité. Donc, bien sûr que c'est important parce qu'à un moment,
Et même si on a beau avoir la plus grande motivation du monde, il faut un minimum de moyens et ces moyens, ça passe par ça, quoi. Alors, j'ai déjà été interviewé sur FR3, au journal de FR3, donc Aquitaine. Donc c'était la première fois que ça m'arrivait, j'y suis allé tout à fait décontracté, je pense que je m'en suis bien sorti. C'est très particulier, l'installation derrière le pupitre, les consignes que l'on reçoit avant de prendre sa place, le temps de parole très limité, des phrases succinctes, c'était très particulier. Donc j'ai fait cette expérience-là. Et la presse, oui, plusieurs fois, j'ai fait l'objet d'interviews, toujours par téléphone, jamais en présentiel, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, oui. C'est-à-dire passer à la télévision, quand l'événement le nécessite, ça peut être intéressant, parce que bon, quand même, c'est un journal régional, c'est quand même écouté et c'est vu. Et effectivement, la première fois que je suis passé à la télévision, j'ai eu des retours de collègues de travail à l'époque qui m'ont dit « Tiens, on t'a vu à la télévision hier soir », donc ce qui veut dire qu'à un moment donné, ça intéresse les gens. Les journaux aussi, c'est pareil, parce que bon, aujourd'hui, quand on a la chance de faire une page sur le handball dans un journal, c'est quand même intéressant, et c'est pas tous les jours que ça arrive, donc là aussi, c'est pareil, il faut utiliser le journal de la manière positive et passer un message vraiment important pour le sport qu'on représente. Je suis toujours tombé sur des journalistes sympathiques qui m'ont posé des questions sans chercher à comment dirais-je, à mettre en lumière un problème ou une actualité qui nécessiterait que je prenne position ou que je me taise et que je joue un joker pour ne pas répondre. Non, ça m'est jamais arrivé. Les interviews après course, des fois, ils aiment bien aussi connaître un peu les « ouais, mais qu'est-ce que vous pensez que vous avez fait ?» en mode potin, tu vois. Mais bon, après ça, on nous apprend à déjouer, non, pas forcément, mais on nous dit, bon, vous dites rien, on en parlera plus tard, donc on arrive en fait à déjouer ça. Et positives, oui, en vrai, elles sont toutes positives. C'était très compliqué parce que quand je suis passée à la télé pour la première fois, du coup avec les seniors, j'étais toute jeune quand même, j'avais 18 ans et genre on nous prépare pas en fait à tout ça. C'est-à-dire que moi le soir quand je vais sur mon compte Facebook, je vois qu'il y a tout plein de notifications, de messages et tout ça. Et c'est difficile à gérer en fait, c'est difficile à gérer parce que tout d'un coup on passe dans une autre dimension en fait et on a, du coup les gens n'ont plus les mêmes attentes envers nous. Suite à cet aspect média, j'ai décidé de les questionner au sujet des sollicitations et des relations avec leurs sponsors. De 2015 à janvier 2021, j'étais avec Adidas. Et depuis septembre 2020, je suis avec un cabinet d'avocats d'affaires qui s'appelle Lodesquier-Champé. En fait, c'est le sponsoring avec Adidas est devenu entre guillemets indispensable parce que forcément j'avais un financier, donc moi ça faisait que les décisions que je prenais de pas travailler, ça dépendait aussi de mon contrat, donc forcément. Qui est des avocats, oui c'est pareil qu'Adidas en fait, c'est que le fait d'avoir ce financier là, ça conditionne en fait ma vie au quotidien, donc on peut dire que c'est indispensable quand même. Alors pour Adidas, déjà ils avaient l'exclusivité donc je pouvais porter que Adidas, c'est évident. Et puis participer à tout ce qui est campagne de pub, shooting, événements, relayer des infos, etc. de la marque. Et puis après pour ce qui était, et avoir une bonne attitude aussi. Sur le terrain, une bonne attitude de sportif et puis évidemment pas se doper, ça va de soi. Là, quand on a une marque, si on se fait contrôler positif, et là clairement ils ont le droit. Parce que j'ai eu la chance moi avec Adidas, ils sont hyper bienveillants, hyper cool. En tout cas moi l'expérience que j'en garde c'est ça. Encore pas plus tard que dimanche, même si je suis plus en contrat avec eux, j'ai revu la personne qui s'occupait de moi et il m'a renvoyé un message ce matin en étant hyper bienveillant, que c'est pas parce qu'on travaille plus ensemble que il me continue de me suivre, etc. Il y a vraiment ce côté humain que j'ai trouvé chez Adidas qui était hyper présent en fait et que certaines marques n'avaient pas, de ce que j'entendais parce que j'ai pas connu d'autres marques. Donc la pression, je ne l'ai pas vraiment sentie, ils ont toujours été bienveillants. Après, évidemment, s'ils m'ont évincé, si je n'ai plus de contrat, c'est bien que peut-être que mes performances n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Et je pense que plus que les sponsors, en vrai, je pense que c'est le fait de te dire que quand on va t'annoncer, quand on va te présenter au départ d'une course, on va annoncer ton palmarès et tout, et tu te dis ah ouais bon, ils sont en train de dire ça, faut pas que je sois une charrette quoi, tu vois. Équipementier, en tout cas, je pense pas que ce soit indispensable. C'est quand même un sacré bonus, c'est très bien. Mais pour avoir, parce qu'après on est dans un sport aussi qui rémunère pas non plus massivement.
Mais ce qui est vraiment bien, c'est d'être un athlète qui sait se débrouiller, qui peut, comme Marussia, je vois, elle s'est super bien débrouillée, c'est d'avoir des contrats de mécénat avec donc, son cabinet d'avocat. Ça, c'est vraiment un bon plus. Ouais. Ça dépend du profil des gens. J'ai jamais entendu parler de personnes qui ont eu la pression par rapport à ça, mais en me mettant à leur place, ou parce que à un moment, quand j'ai déjà eu un titre de champion de France, à ce moment-là, quand je faisais des recherches un petit peu pour des partenariats, des choses comme ça, je me disais, attends, il y a peut-être une pression supplémentaire en fait, en compétition, des attentes, des choses comme ça, alors que franchement, il faut juste courir, se faire plaisir, c'est du sport, même si derrière il y a des attentes personnelles, mais vraiment prendre d'abord l'aspect personnel et ensuite les attentes, que ce soit des sponsors, de plein d'autres choses. Je me suis donc demandé ensuite si après un de leurs exploits sportifs ou une grande performance, comment ont-ils vécu le boost médiatique et toutes les sollicitations qui l'entourent? Nous, on a eu la chance, si tu veux, de démarrer presque dans l'anonymat et de profiter d'une médiatisation croissante, continue. Donc, il n'y a pas eu de gros boom en fait. Et donc, au fur et à mesure, tu t'adaptes et tu le prends avec bienveillance et beaucoup de plaisir parce qu'enfin, tu es content qu'on s'intéresse à ta discipline et qu'on mette en avant ton équipe. Donc, du coup, c'est quelque chose d'assez simple, même si c'est jamais facile de parler devant des caméras ou d'avoir la bonne attitude, de ne pas dire de bêtises, voilà. Mais c'est quelque chose que tu peux apprendre sur le tas au fur et à mesure. Et finalement, nous, c'est ce qu'on a fait. Et je pense que c'est plus facile comme ça que quand tu arrives très jeune dans un sport qui est déjà très médiatisé, où tu es très exposé. Parce que finalement, moi, quand j'ai commencé ma carrière pro, le handball, je crois que ma première compétition à l'équipe de France, j'avais 20 ans. Il y avait deux journalistes français qui me suivaient. Donc, c'était pas non plus très contraignant, quoi. Et on a fini, je crois, le maximum qu'on a eu, c'était en Serbie en 2012. Il y avait 180 journalistes accrédités. S'il n'y avait pas eu cet intérêt de la presse et des médias, on n'aurait jamais eu le développement économique qu'a connu le handball, que ce soit à titre personnel pour les joueurs ou pour les clubs professionnels. Donc, forcément que ça a influé, mais pour l'instant, on va dire que ça a été une bonne chose et qu'on n'a pas eu trop de dérives parce que même s'il y a de l'argent, il n'y en a pas pour l'instant trop. Un tourbillon, c'est sans doute exponentiel au jour d'aujourd'hui, parce que c'est multiplié par 10, mais c'est vrai que quand tu bats un record du monde ou que tu as une médaille olympique, même si on a beau s'y préparer, tu suis le mouvement, quoi. Donc t'es plus ou moins formé. C'est là où... Enfin, formé, préparé. Préparé par l'expérience, préparé par les gens, tes anciens. Préparé parce qu'il y a toujours dans l'accompagnement et la construction d'un athlète, et par rapport à cette dimension, des médias, répondre aux questions, assurer l'événement. Je dirais qu'on a toujours eu une continuité quand on parlait de la Perche France. Tu avais les anciens qui te formaient à ce que tu allais rencontrer. Tu es toujours en parallèle, et puis après quand c'était toi qui étais devant, tu avais déjà les outils pour pouvoir passer un message ou répondre à côté ou ne pas t'exposer. Et puis après, il y avait beaucoup moins de tournées médiatiques qu'aujourd'hui. Tu es dans la spirale médiatique des sollicitations, mais quand tu n'as pas d'attaché de presse, quand tu n'as pas de personnes qui s'occupent de ça, je veux dire que tu choisis. Tu réponds ou tu réponds pas. Même s'il durait plus longtemps qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu faisais un exploit, tu en avais pour 15 jours. 15 jours d'actu, aujourd'hui tu en fais, tu en as 2 jours. C'est une autre dimension. C'est pour ça que l'impact dont tu me parles, peut-être vis-à-vis des sponsors, je pense qu'il était beaucoup plus important, l'impact sur la population. C'est-à-dire que j'ai touché au moins 3 générations de gens sur la Perche française. Encore au jour d'aujourd'hui, je croise des gens, merci pour ce que vous m'avez donné, merci pour les souvenirs, merci, ça m'arrive au minimum une fois par mois, quoi. Alors, le handball a connu ses heures de gloire au travers des équipes nationales. Ça, ce qu'il faut connaître, c'est ça. C'est que le handball s'est développé naturellement par les résultats de nos équipes masculines et féminines, par le fait de passer à la télévision.
depuis les Jeux Olympiques, depuis 2008, où le handball a connu beaucoup d'heures de télévision. Immédiatement après les Jeux Olympiques, on a vu une croissance de nos effectifs qui nous ont permis d'avancer très très vite. Donc la chaîne résultats médias permet d'avancer et c'est important. À l'échelle que nous représentons, bien entendu, ça n'a rien à voir avec le rugby, ça n'a rien à voir avec le football, c'est pas le même nombre d'heures de médiatisation. Mais depuis maintenant quelques années, le handball passe régulièrement à la télévision, sur des chaînes publiques comme la chaîne d'équipe, bien entendu sur Bein Sport qui retransmet beaucoup de handball. Et il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont abonnés et le handball est vraiment diffusé et on voit la différence entre il y a 10 ans et aujourd'hui. Pour finir, je leur ai demandé de me donner un avis objectif sur le sport et sa médiatisation actuelle, sur son évolution et les changements qui auraient pu se produire d'après eux. Alors là, c'est marrant parce que justement, cette semaine, les championnats des États-Unis ont été très médiatisés. Bon, évidemment, il y a eu des performances folles. Et plein de non-sportifs qui ne connaissaient pas du tout l'athlé, en fait, ont adoré voir ce spectacle, etc. Et des gens vraiment, de tout venant sur Twitter ont adoré. Et je pense que oui, vu que il y a beaucoup aussi cette mouvance de faire du sport, etc. Et que les athlètes, forcément, sur Insta, avec l'algorithme, on peut tomber sur ces centres d'intérêt-là. Oui, je pense que du coup, ça amène une autre vision du sport et un autre type en fait, de public aussi, ce qui est pas mal. Alors leur présence, c'est indiscutable qu'elle est indispensable. Mais ils font pas toujours très bien leur travail. Je vais pas citer de nom ou quoi, mais des fois, il y a forcément dans une carrière sportive, il y a des hauts, il y a des bas. Et ils aiment les dramas parfois, les médias, ils aiment les dramas et c'est pas bon pour un sportif de voir ça psychologiquement, pour l'ego ou quoi, ça fait jamais plaisir. Et en plus, c'est simplement une phase soit c'est une fin de carrière, soit c'est une phase de mou où ça arrive à tout le monde. Et souvent, il y a des titres racoleurs, des faux titres, fake news, et des choses comme ça. Mais sinon, globalement, les médias servent à démocratiser ce sport qui, en vrai, est pas assez peu connu, mais assez peu mis en valeur. Ouais. C'est-à-dire que les médias sont de plus en plus importants, il y en a de plus en plus, les redevances TV sont de plus en plus énorme. Alors la croissance elle n'est pas infinie, donc est-ce que ça va continuer, j'en sais rien, mais en tout cas, et après il y a aussi quand même une mutation des médias, quoi. Aujourd'hui les réseaux sociaux prennent quand même une place énorme et les gens sont un peu moins présents à la radio et à la télé et un peu plus sur les réseaux sociaux, et donc je pense que ça s'amplifie, mais c'est juste que les formats se modifient en fait. Je trouve que les médias d'État, donc France Télévisions, ont un petit peu réduit leur présence, c'est-à-dire qu'avant des championnats de France élite d'athlétisme, c'était retransmis sur France 3. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Par contre, je trouve que sur les chaînes privées, du coup, il y a de plus en plus de choses qui sont proposées. Donc en ça a évolué. Et après, est-ce que ça a eu un impact sur l'évolution Je sais pas. Moi, j'ai remarqué un gros changement, si tu veux, sur l'intérêt des joueurs qui arrivaient au niveau professionnel. Alors, pour être un petit peu plus clair, il y a 30 ans, moi, quand je jouais, j'étais adolescent. Tous ceux que je croisais sur le terrain, c'était des jeunes qui aimaient le handball et qui aimaient à se retrouver et qui étaient passionnés par ce sport et qui passaient leur temps dans les gymnases. Là, depuis quelques années, et notamment quand j'étais entraîneur, j'ai vu arriver des joueurs professionnels qui n'étaient pas passionnés par ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire c'est devenu leur job, parce que c'est un petit peu médiatisé, parce qu'il y a des contrats sympas quand même à aller chercher. Un joueur de handball aujourd'hui au niveau professionnel en France, c'est 5 000 € par mois en moyenne. Donc par rapport à d'autres disciplines, c'est énorme. Après, on compare toujours par rapport à ceux qui touchent le plus. Mais on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est comparer à ceux qui gagnent pas grand-chose et qui sont obligés d'adapter leur quotidien pour pouvoir s'entraîner, pour aller chercher des perfs. Là où on était nous, finalement, il y a une trentaine d'années. Et aujourd'hui, finalement, on a plus de licenciés, on a plus de pratiquants, mais on n'a pas plus de passionnés. Donc finalement, tu te retrouves des fois avec des garçons qui sont professionnels, qui ont leur contrat, mais qui ne veulent pas forcément progresser, qui ne sont pas forcément très ambitieux, et travailler au quotidien avec eux,
à la longue, c'est pas très intéressant. Suite à toutes ces interviews de qualité, je peux me rendre compte que la pression des médias et des sponsors n'est pas celle que j'imaginais. Je pensais vraiment que la pression était forte et omniprésente dans la vie du sportif, de son entraînement à la compétition. Je suis agréablement surpris que sur les différents grands sportifs que j'ai eu la chance d'interviewer, dans l'ensemble, ils vivent ou ont bien vécu ces relations et affluent de notoriété. Une relation saine et de confiance entre les médias, les sponsors et les athlètes s'est installée grâce à des sportifs qui maîtrisent leur sujet et leur carrière. Prenez en main votre vie, dans sa globalité, et restez vous-même. En vie dans sa globalité, c'est-à-dire que les médias, je dirais les sponsors, tout ça, ça fait partie du jeu. Donc il faut y réserver une place, mais il ne faut pas leur donner plus de place qu'il n'est nécessaire. Les choses essentielles, c'est d'être heureux, c'est de vivre sa passion, c'est de privilégier aussi sa vie personnelle, et puis d'être le meilleur, quoi. De courir pour vous. Déjà, il faut courir pour vous, et pour ce qui est de la pression, il faut forcément se fixer des attentes. Mais avant tout, c'est un sport, il faut se faire plaisir, et c'est le plus important. Oui, justement, de bien s'entourer et surtout de vraiment considérer en fait l'avis des personnes qu'on aime et qui nous aiment tout simplement, puisque c'est leur avis qui compte et c'est pas l'avis des personnes qui vont commenter ou donner leur opinion sur une prestation qu'on fait sur un instant. De faire attention, de ne pas penser que le résultat va venir avec la médiatisation. D'abord, c'est le travail. On travaille, mon cher Timothée, tu es sportif, tu essayes, tu travailles, et ton résultat de ton sport, les médias te serviront si toi tu as fait le travail comme il faut, et si tu sais aussi communiquer avec les médias. Il ne faut pas attendre que ce soit eux qui viennent vers toi, naturellement. Il faut aussi que ta posture, notre posture, fasse que les médias s'intéressent à nous, et après on construira un partenariat médias et institutions. Creatures of my dreams.